J'ai surtout évoqué l'aspect quantité et je vous ai dit dans le domaine de la profession d'hydrogéologue, c'est souvent par ce premier aspect qu'on aborde la problématique de la disponibilité en eau. Et bien évidemment, à partir du moment où on a pu quantifier, le deuxième aspect, la deuxième question qu'on se pose, c'est bien évidemment la qualité de l'eau. Donc, je reprends le schéma de mes deux exposés. Hein. Quelle est la disponibilité? Où? À quel endroit? À quel moment et quelle quantité? On en a parlé donc lundi avec surtout ces deux notions, la notion d'une part de précipitation et ces autres précipitations qui finalement vont être d'abord utilisées par la végétation par le processus d'évapotranspiration. Et une fois que les plantes se seront satisfaites au niveau de leurs besoins, ben, l'excès d'eau va seulement être l'eau dont on va disposer pour toute une série d'applications économiques. Et c'est ce que j'ai défini comme étant l'eau utile. On pourrait utiliser un autre adjectif, par exemple l'eau disponible. Quelle est la quantité de l'eau? Ben, ça va faire l'objet de cet exposé. Alors, la qualité de l'eau, ben forcément, il y a toute une série de photos idylliques que vous allez retrouver sur Internet. J'en ai pris une parmi beaucoup, hein, donc c'est très joli. Il y a la végétation, il y a l'eau bien claire, transparente, les petites bulles d'air. Donc, mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'à partir du moment où on a le volume qui est représenté ici par l'apport d'eau dans le verre, c'est que va-t-on faire de cette eau? Parce qu'évidemment, derrière l'utilisation, il y a bien évidemment un aspect de qualité. Est-ce que je vais utiliser cette eau pour la population locale? Donc, par exemple, ce qu'on appelait dans les années 90 l'hydraulique villageoise dans pas mal de petits villages d'Afrique. Est-ce que cette eau, je vais l'utiliser pour alimenter une ville? Hein, de plusieurs centaines ou même millions d'habitants, ben, on n'a pas du tout la même approche en termes de volume. Par contre, on doit garder évidemment un critère de qualité. Est-ce que cette eau, je vais juste l'utiliser pour l'industrie, pour de l'irrigation? Donc, on va voir que par rapport à ces différents objectifs d'utilisation, ben, de nouveau, le volume intervient, la distance. C'est évident que si je dois aller chercher de l'eau pour une mégalopole, je peux me permettre, vu les volumes que je vais utiliser, de me déplacer de plusieurs dizaines, voire centaines, et même, hein, on le sait, pour la Californie, peut-être milliers de kilomètres. Et bien évidemment, il y a l'aspect qualité. Alors, au niveau de l'aspect qualité, ben, il y a quand même, dans pas mal d'endroits, une première difficulté, c'est que dans la mentalité des gens, souvent, ben, de l'eau claire, c'est de l'eau potable. Et on sait que le problème, c'est que les éléments qui sont présents dans l'eau, que ce soit sous forme d'éléments minéraux ou de bactéries, ben, peut très bien n'avoir aucun impact sur la clarté de l'eau, tout en maintenant cette eau non potable. Et ça, souvent, quand on travaille notamment dans les populations africaines et qu'on déjà leur permet d'avoir un accès relativement aisé à l'eau, hein, au lieu de prendre une bassine et de remplir le bidon, ben, on fait déjà, hein, une première petite construction qui fait que l'eau va rester propre, aisée, enfin plus ou moins aisée en termes d'accès. En tout cas, on a amélioré les conditions. Si cette eau est claire, dans la mentalité des gens, cette eau sera potable. Or, on sait que ce n'est absolument pas le cas. Je vais vous le démontrer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui peut, je dirais, influencer la qualité de l'eau? Ben, c'est éventuellement des particules. Ça, c'est facile, c'est ce qu'on va appeler la turbidité de l'eau. Ben, vous regardez l'eau par transparence, et si vous voyez des petites particules, ben, vous allez évidemment automatiquement vous méfier. Mais comme je viens de le dire, ce qui est plus difficile, c'est le contenu en éléments chimiques et le contenu en éléments bactériologiques. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va faire pour qualifier cette eau? Ben, c'est tout simple, entre guillemets, il suffit de faire des analyses. C'est très simple, les méthodes sont bien au point. C'est relativement coûteux, néanmoins. Alors voilà comment trouver des informations sur la qualité de l'eau. Ben, j'ai pris quelques exemples, hein, parmi d'autres, d'eau en bouteille. Donc, vous voyez, il y a toute une série ici. Vous allez toujours trouver des analyses chimiques qui va déjà vous renseigner sur la qualité de l'eau. Un élément, je vous en parlerai tout de suite, le bicarbonate, c'est une molécule qu'on trouve très souvent dans les eaux. Ben, vous voyez différents types d'eau, SPA 15 mg, Evian 360 mg, Vichy 2989 mg. Donc vous voyez qu'effectivement, que ce soit pour le bicarbonate, pour le calcium, pour les sulfates,
pour le sodium, ben, regardez l'hétérogénéité de la composition, tout simplement chimique. Les éléments solubilisés dans l'eau peuvent être extrêmement variables. Je vais vous expliquer pourquoi cette variabilité. Donc, facile, regardez une étiquette et vous avez déjà une première information. Dans les étiquettes des eaux en bouteille, on a évidemment que les principaux éléments, c'est ce qu'on va appeler les éléments majeurs. Si vous êtes un peu curieux, vous allez, tant en Belgique qu'en France, avoir la possibilité d'aller chercher sur Internet la qualité de l'eau qui est distribuée à votre robinet. Vous voyez que vous avez toute une série d'informations, d'où provient l'eau, et puis toute une série donc d'analyses qui ont été réalisées, paramètres microbiologiques, c'est principalement par rapport aux bactéries. Vous voyez ici que la qualité est acceptable. Ce n'est pas spécialement rassurant, acceptable, parce que c'est un adjectif qui veut dire un peu n'importe quoi. Ce qui est plus rassurant, et je vous en parlerai, c'est que souvent au niveau bactériologique, on résout le problème simplement en faisant notamment de la chloration. Donc là, on va tuer, en mettant un peu de chlore dans l'eau, on va tuer toutes les bactéries. Donc, votre eau, rassurez-vous, sera potable malgré cet adjectif très peu précis. Et puis, là, on a toute une série d'analyses chimiques sur différents éléments chimiques qui sont censés être présents dans vos eaux souterraines. Par rapport à ces différentes analyses, il y a bien évidemment des normes de potabilité qui ont été émises par différents organismes au niveau de chaque pays, au niveau de chaque région, mais aussi, évidemment, il y a des normes européennes qui sont généralement reprises par les différents pays. Souvent, quand il y a des adaptations, on va plutôt vers des normes qui sont un peu plus sévères que ce qu'on peut observer à l'échelle, en tout cas ce qui est indiqué, les valeurs indicatives au niveau européen. Il y a aussi évidemment des valeurs indicatives qui sont fournies donc par l'Organisation mondiale de la santé. De nouveau, attention, ce sont des valeurs indicatives, ce ne sont pas toujours des valeurs imposées. Alors, par rapport, donc, vous voyez déjà quelques éléments chimiques, déjà des analyses plus complètes au niveau de votre distributeur d'eau. Maintenant, au niveau scientifique, on peut aller dans énormément de détails pour essayer de trouver tous les éléments chimiques. Je ne vais pas rentrer dans ces longs tableaux, c'est simplement quelques exemples. Vous voyez qu'on peut parler ici d'éléments majeurs. Ce sont des éléments souvent qu'on va trouver dans une gamme de concentration de l'ordre du milligramme par litre. On a les éléments mineurs. Comme vous le constatez, ils sont présents en moins grande concentration. On passe de milligrammes pour les éléments majeurs à microgrammes pour les éléments mineurs. Il y a également toute une série d'éléments métalliques. Vous voyez ici le chrome, le cadmium, le plomb, qui sont des éléments qui sont relativement indésirables dans les eaux souterraines, même si elles sont présentes en très faible concentration. Il y a bien évidemment de plus en plus souvent des éléments qui proviennent de l'extérieur, des activités anthropiques, notamment de l'agriculture, avec toute une série de pesticides que l'on va retrouver dans les eaux souterraines. Vous voyez ici une manière de représenter donc la présence de ces pesticides. Donc, vous voyez ici en rouge les concentrations qui sont supérieures à 1 microgramme, donc on dépasse les normes de potabilité. Donc, pour certains pesticides fortement employés, la bentazone, ici on a l'atrazine, le diuron, le bromacil, qui sont généralement des pesticides, donc des herbicides souvent qui sont utilisés dans des cultures relativement spécifiques. Il y a quand même un suivi. On sait au niveau de l'agriculture, les agriculteurs sont obligés donc de tenir un listing des différents produits qu'ils utilisent sur leur terre de culture. Et comme je viens de le dire, ces différents produits, notamment pesticides, sont généralement en lien avec la culture qui est utilisée. Également, pour les bactéries, on va se contenter de faire des analyses
bactériologique. Donc, on prend un échantillon, on filtre cet échantillon, on fait une culture spécifique à différentes bactéries et en principe, il y a certaines bactéries, notamment celles qu'on appelle les coliformes, qui, la plupart du temps, sont des organismes qui vivent dans le tube digestif, les intestins des mammifères. Il est évident que si on retrouve certains de ces coliformes dans l'eau souterraine, dans les eaux qui sont prélevées, c'est un indicateur de mauvaise qualité. Ça peut engendrer des risques, évidemment, de contamination. Alors, question qu'on peut se poser, tous ces éléments que je vais faire analyser par des laboratoires, d'où viennent-ils? Forcément, normalement, l'eau, c'est H2O, c'est de l'eau pure, et cette eau, petit à petit, va s'enrichir en éléments, ce qui peut être évidemment un élément, un processus favorable pour la qualité de l'eau. On a besoin de sels minéraux, ces sels minéraux dont notre organisme a besoin peuvent provenir évidemment de l'eau, être apportés par l'eau. Alors, comment est-ce que ça se passe dans la réalité? Il faut imaginer la goutte d'eau qui est en contact avec l'atmosphère, qui tombe sur le sol. Là, il y a déjà une première réaction chimique qui va se mettre en place. C'est tout simplement que l'eau va réagir avec le CO2. Donc, l'eau distillée dans un contexte naturel, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir automatiquement un équilibre avec le CO2 de l'atmosphère. Mais de nouveau, vous avez votre petite goutte qui tombe sur le sol. Ensuite, elle va s'infiltrer, notamment en ce qui concerne les eaux souterraines, où elle va ruisseler. Et donc, lors de ce ruissellement, elle est en contact avec le sol. Vous savez que sur le sol, il y a de la végétation. Si cette végétation est dans un état mort, cette végétation morte va être oxydée par l'oxygène de l'atmosphère. Vous savez que la matière organique plus de l'oxygène, ça va donner du CO2. Donc, il y a non seulement le CO2 de l'atmosphère, mais il y a aussi le CO2 présent dans la partie superficielle du sol pris dans le sens du bio-ingénieur, dans lequel cette matière organique se dégrade et des gaz aussi du CO2. Donc, cette réaction va me donner, vous voyez déjà, va changer la nature de l'eau puisqu'elle va rendre cette eau légèrement acide. Et si vous faites une analyse chimique, vous allez trouver une eau qui va avoir un pH acide avec des ions H+, et un groupement d'atomes qu'on appelle donc justement le bicarbonate, donc HCO3-. Et c'est cette acidité de l'eau qui fait que la goutte d'eau va avoir tendance à réagir avec la roche. Quand je dis la roche, c'est en fait les minéraux qui constituent la roche. Alors, il y a plusieurs réactions, notamment ce qu'on appelle la réaction d'hydrolyse, hydro-eau, donc qui va notamment réagir ici avec une roche. J'ai pris un exemple d'une roche qu'on appelle un granit. Un granit, c'est une roche magmatique qui a refroidi lentement dans le sous-sol de notre planète, et puis le fait de mouvement de tectonique des plaques fait que cette roche peut affleurer. Vous voyez ici un granit qui affleure, et dans ce granit, on peut identifier différents minéraux. Et notamment, ici, vous voyez ces grands minéraux blanchâtres qu'on appelle des feldspaths. Voilà ici la formule chimique du feldspath. Premier élément, sachez que dans ces feldspaths, au lieu d'avoir du potassium, je peux avoir du sodium, je peux aussi avoir du calcium. Et donc, l'eau acide, vous voyez ici l'H+, qui provient donc justement de cet équilibre entre l'eau et le CO2, et en présence de molécules d'eau, va générer un nouveau minéral. Et lors de cette réaction chimique qui sera d'autant plus intense, notamment dans les pays chauds, vous voyez que j'ai une modification du minéral, et cette modification va notamment libérer un ion K+. Mais cet ion K+, vous allez le trouver sous forme solubilisée dans l'eau. Donc, vous voyez que votre eau, au départ, devient légèrement acide, qu'elle va entraîner une réaction chimique avec les minéraux de la roche qui petit à petit vont libérer différents cations. Dans le cadre de ce minéral, c'est du potassium. Si le minéral contient du sodium, ça va être du sodium. Si le minéral contient du calcium, ça va être du calcium.
Alors voilà ici cette roche non encore altérée avec ses minéraux d'origine. Vous avez ici l'image de cette roche, exactement dans les mêmes conditions, mais après plusieurs dizaines d'années donc d'altération, vous voyez que c'est devenu une espèce de poudre blanchâtre dans lequel les minéraux ne seront plus sous cette forme chimique, mais auront été altérés donc avec la libéralisation de toute une série de cations. C'est aussi ces cations, potassium, sodium, magnésium, calcium, qui bien évidemment vont constituer les sels minéraux de notre sol, sels minéraux qui bien évidemment vont être utilisés par le métabolisme des plantes. Alors, encore un autre exemple d'hydrolyse, photo que je vous ai montré l'année dernière, la semaine dernière, enfin non, lundi. Donc, pour donner une image de la capacité d'une roche à stocker de l'eau, donc dans des calcaires, le calcaire, on a aussi une réaction d'hydrolyse. Vous voyez le carbonate de calcium ici dans la partie bleue totalement non altérée. La partie plus brune, vous avez de l'altération par hydrolyse. De nouveau, vous voyez l'H2O qui va réagir avec le CO2, c'est l'acidité de l'eau, et cette eau acide, l'H+, va remplacer ici dans le carbonate de calcium, donc dans le calcaire, le calcium va être libéré et l'ion H+, va s'associer ici au groupement CO3, donc ça va me donner du bicarbonate que je vais retrouver donc également dans les eaux souterraines, dans le sol. De nouveau, ce carbonate peut être utilisé par les plantes. Ce processus peut évidemment être amplifié au point de générer des cavités de grande dimension. C'est ce qu'on appelle les phénomènes karstiques. Donc, vous voyez que la dissolution ou l'hydrolyse du carbonate de calcium peut représenter des quantités non négligeables. Si maintenant vous venez de nouveau regarder la composition chimique de votre eau en bouteille, vous voyez qu'effectivement, vous avez le calcium et ici, vous avez ce fameux groupement d'atomes qu'on appelle donc le bicarbonate, ici exprimé en milligrammes par litre, donc 65 milligrammes de calcium, et ici 305 milligrammes donc de bicarbonate. Donc, vous voyez qu'avec toutes ces réactions entre les minéraux et l'eau, petit à petit, vous avez un enrichissement de l'eau en éléments solubilisés. Une autre possibilité aussi, c'est l'oxydation de certains minéraux. Ici, on est dans des roches sédimentaires, principalement dans des calcaires, mais c'est une zone où les conditions environnementales, au moment où ces calcaires se sont déposés, dans ce cas-ci, il y a 380 millions d'années, sur un fond marin, on a eu aussi une association avec ici, vous voyez, des petits minéraux de couleur jaunâtre qui sont très fréquents dans nos roches. C'est ce qu'on appelle de la pyrite. La pyrite, c'est une association de fer et de soufre. Ici, par phénomène plutôt d'oxydation, on va avoir une modification, une altération chimique de ces minéraux. Et vous voyez que cette altération chimique par oxydation, or dans le sol, quand le sol est non saturé, il y a aussi de l'air. Même là où le sol est saturé, il y a une certaine quantité d'oxygène présent dissous au niveau de l'eau, donc cet oxygène réagit avec la pyrite et donc ça va générer du fer et vous voyez ici générer un groupement qu'on appelle donc des sulfates. Donc votre eau, petit à petit, va s'enrichir en sulfate. De nouveau, si vous regardez la composition chimique de cette eau, vous allez retrouver le calcium, le bicarbonate et vous voyez ici 40 mg de sulfate. L'origine de ces sulfates, ça peut être notamment l'oxydation de ces petits cubes donc, de pyrite. Également, certains minéraux peuvent être solubilisés. C'est le cas de la halite. Donc ça, c'est le sel de cuisine que vous connaissez. Il peut être solubilisé en grande quantité. Vous voyez que je peux atteindre jusqu'à 359 grammes par litre. Un autre élément, c'est le gypse. Ici, j'ai repris l'exemple du gypse qui, dans l'eau, va simplement se dissocier, libérer de nouveau du calcium et une grande quantité de sulfate. C'est un minéral que je peux retrouver dans certaines roches sédimentaires et
Donc, sa dissolution va faire que je vais avoir des roches qui sont particulièrement enrichies en calcium et en sulfate. Je reprends ici, vous voyez un exemple d'eau en bouteille qui est l'eau épar. Vous voyez que j'ai de très grandes quantités de calcium par rapport à la diapositive précédente, où j'avais 65 grammes dans l'eau telle qu'épar, j'arrive ici à 549 grammes donc, par litre de calcium et j'ai également de très grandes quantités de sulfate. Vous voyez, j'arrive quasiment à 15, enfin, j'arrive à 1530 milligrammes donc, de sulfate par litre d'eau. Donc, je dépasse le gramme de sulfate donc, par litre d'eau dans ces eaux donc, caractéristiques donc, de cette eau minérale épar. Donc, ça, je dirais, c'est des processus naturels, donc hydrolyse, oxydation et dissolution. Il y a d'autres possibilités, évidemment, de modifier la composition chimique de l'eau. C'est notamment dans des conditions naturelles. Lorsque je suis dans des régions littorales, ce sont les phénomènes qui sont liés à des phénomènes d'intrusion d'eau salée, c'est-à-dire un mélange de l'eau océanique ou de l'eau marine avec de l'eau continentale. Ça se fait évidemment le long des littoraux. Voilà une région dans laquelle nous travaillons avec une petite coopérative distributrice d'eau dans la région des Philippines. Donc, vous voyez ici, il y a 3 puits où on a indiqué, vous voyez, des valeurs exprimées en microsiemens par centimètre. Alors, c'est quoi ces unités? Ça, c'est facile à comprendre. C'est la facilité avec laquelle l'électricité passe dans votre eau. C'est une manière extrêmement facile de quantifier la quantité globale de sel, d'éléments solubilisés. De l'eau distillée est non conductrice. Si Claude François avait pris son bain avec de l'eau distillée, il serait probablement encore vivant. Malheureusement, généralement, ce n'est pas le cas parce qu'il y a toujours des éléments solubilisés dans l'eau. Alors, dans l'eau marine, on arrive, vous voyez, à des valeurs extrêmement élevées parce que ce sont des eaux très salées. Vous voyez ici des valeurs de 52 000 microsiemens. Que se passe-t-il dans des conditions naturelles? Ici, on a pris des valeurs sur un fleuve donc, qui vient se déverser dans le milieu marin à marée basse et à marée haute. Quand vous passez marée basse à marée haute, vous avez un flux d'eau marine qui rentre à l'intérieur donc des terres. Et évidemment, dans cette rivière qui, à un moment donné, va voir sa composition chimique plus ou moins proche de l'eau marine, je peux avoir des phénomènes de contamination naturelle des eaux souterraines par très localement ces eaux marines. C'est comme ça que vous voyez que dans la partie supérieure du bassin versant étudié, j'ai des conductivités de l'ordre de 400 microsiemens par centimètre, tandis que le long de la côte, je vais avoir localement des valeurs beaucoup plus élevées. Également, donc ça c'est déjà un premier indicateur de contamination des eaux littorales par les eaux océaniques. Je peux aller plus loin, évidemment, dans l'identification des paramètres en faisant des analyses chimiques. Une analyse chimique globale, élémentaire, je dirais des éléments majeurs, c'est quand même de l'ordre de 120 €, donc ça demande quand même un certain investissement. Mais néanmoins, on peut représenter la composition chimique de ces eaux à partir donc de ces diagrammes où vous constatez ici, on exprime non pas en milligrammes par litre, mais en milliéquivalents par litre. C'est aussi une manière d'exprimer la concentration de certains éléments. Vous voyez que dans les eaux marines, on a énormément forcément de chlorure et énormément de sodium, surtout du sodium et un peu de potassium. C'est normal, vous faites une analyse chimique de l'eau de mer, vous allez principalement trouver du sodium et des chlorures. Si je fais une même analyse de ces puits, donc de cette société de distribution d'eau, vous voyez que les éléments majeurs présents en quantité importante dans cette eau, c'est évidemment, regardez, je suis à une autre échelle, ici je monte jusqu'à 600, tandis qu'ici je ne monte qu'à 35, donc forcément j'ai un phénomène de dilution, mais vous voyez que je remarque quand même des caractéristiques très similaires à celle de l'eau de mer, avec une majorité des éléments qui sont composés de chlore et de sodium plus de
et de potassium. Donc, on a, même si les concentrations sont différentes, on a quand même une très belle similitude entre les deux types d'eau qui démontrent très clairement ce phénomène de contamination naturelle des eaux littorales par ce qu'on appelle le phénomène d'intrusion d'eau salée. Dans le même bassin versant, je m'éloigne évidemment du littoral et je vais regarder ce qui se passe ici dans les puits qui sont évidemment dans la partie amont de mon bassin versant. Et vous voyez que dans cette région, j'ai une signature des eaux souterraines qui est complètement différente. Je ne retrouve quasiment plus de sodium et de potassium, mais je vais principalement retrouver du calcium et du bicarbonate. Pourquoi? Les puits sont, dans ce cas-ci, forés dans des roches calcaires. Donc, c'est normal par rapport aux la réaction chimique que je vous ai montrée dans des roches calcaires, je vais principalement retrouver du calcium et du bicarbonate. Voilà, dans les eaux souterraines mesurées, prélevées dans la partie supérieure du bassin versant, je retrouve évidemment cette signature caractéristique d'un aquifère calcaire. Les eaux s'écoulent évidemment souterraines de l'amont vers l'aval et arrivent à être contaminées ici au niveau du littoral avec une signature complètement différente. Autre processus donc de contamination naturelle, de risque de contamination naturelle des eaux souterraines, c'est évidemment les phénomènes naturels qui sont les phénomènes karstiques. Donc l'eau en circulant dans le calcaire, de nouveau, reprenons cette photo de paroi, vous voyez ici que j'ai des fissures qui sont quand même de taille centimétrique. Petit à petit, les géologues travaillent sur des échelles de temps extrêmement longues, donc ces petites cavités peuvent in fine s'agrandir pour donner des cavités de cette taille-là. Et donc, dans les zones à phénomène karstique, je peux avoir des systèmes de pertes. Donc ici, des pertes, c'est quoi? C'est des eaux superficielles qui peuvent directement, sans aucune filtration, pénétrer dans et recharger les nappes aquifères. Donc ça, c'est très bien en termes quantitatifs. Malheureusement, ces eaux complètement non filtrées peuvent évidemment apporter de la turbidité. Également, peuvent apporter toute une série d'éléments indésirables. On peut penser aux pesticides, on peut penser notamment aux bactéries. Alors, ces phénomènes, vous savez que les aquifères calcaires, tant en Belgique, en Wallonie qu'en France, sont généralement considérés comme les zones les plus intéressantes en termes d'exploitation d'eau souterraine parce que justement, il y a une forte porosité, il y a une forte perméabilité. Le problème, c'est que si la perméabilité devient trop importante, le phénomène de filtration n'intervient plus, ne se fait plus, et à ce moment-là, vous allez évidemment avoir des problèmes de qualité. C'est notamment le cas en Wallonie. Vous avez ici une zone en bleu. La zone en bleu, ce sont des calcaires spécifiques qu'on rencontre en Belgique et qui sont extrêmement karstifié, avec notamment au niveau touristique des grands réseaux touristiques de grottes qui peuvent se visiter. Mais sachez que malgré la présence d'un substratum calcaire, toutes les grandes villes de ces régions ont de très gros problèmes d'alimentation, non pas à cause de la quantité, mais à cause de la qualité. On a notamment ici des zones région de Chimay, région de Beaurain, qui sont des villes à peu près de 60 000 habitants, qui de manière récurrente doivent être momentanément alimentées par des services extérieurs tels que la protection civile, tout simplement parce que pendant quelques jours, suite à des épandages, notamment de lisier, on constate que les eaux ont été contaminées au niveau de la bactérie. Donc ici, une zone où on a un exemple de très bon potentiel quantitatif, mais qui malheureusement ne s'accompagne pas d'une qualité suffisante pour que cette eau puisse être directement exploitée. Néanmoins, dans ce cas-ci, on est encore dans des contaminations naturelles et puis on arrive bien sûr au risque de contamination anthropique avec la problématique évidemment de l'agriculture qui généralement génère ce qu'on appelle des pollutions diffuses, tout au moins une problématique d'apport diffus, c'est-à-dire des faibles quantités, mais qui sont évidemment apportées sur des surfaces agricoles extrêmement importantes. Alors,
Évidemment, on va retrouver la problématique des pesticides, avec ici une pratique agricole assez caractéristique de nos régions de Wallonie, où vous savez que on a les terres de culture qui sont juxtaposées aux zones forestières. Et donc, pour protéger ces champs, les cultivateurs vont protéger ces champs, pardon, de l'activité, notamment des sangliers. On va construire, on va mettre en place une clôture électrique, donc pour empêcher les sangliers de venir détruire le champ de maïs. Il est évident que pour que cette clôture soit efficace, il ne faut pas qu'elle soit envahie par la végétation. Donc vous voyez ici que le cultivateur a mis la dose nécessaire d'herbicide total de manière à maintenir donc l'efficacité de sa clôture électrique. Donc ici, pesticides. Autre problématique, c'est évidemment l'épandage de matière organique qui, en se dégradant, va libérer de l'azote. Cet azote va être très rapidement oxydé et va générer donc des problèmes de qualité d'eau, notamment au niveau donc des nitrates. Vous voyez ici des tas de fumier. Ceci, ce sont des tas de matières organiques qui proviennent de l'industrie sucrière. Vous voyez ici l'épandage de lisier et ici l'épandage donc d'engrais minéraux dans les différentes figures que je vous présente ici. La moins, je dirais, dommageable pour l'environnement, c'est la mise en place d'engrais minéraux, parce que comme ces engrais coûtent cher, ils sont généralement épandus au printemps, au moment où la végétation reprend son activité et justement a besoin de ces apports de minéraux. Donc, il y a très peu de lessivage de nitrates lorsqu'on épand sur les champs les engrais minéraux. Beaucoup plus problématique est la mise en place de ces engrais organiques qui généralement sont épandus à l'automne. Plus les automnes sont chauds, et c'est ce qu'on constate actuellement, plus cette matière organique va être rapidement dégradée, ce qui veut dire que vous aurez vos champs pleins d'azote en superficie pendant la période hivernale. Et je vous rappelle que c'est pendant cette période hivernale que nous avons de l'eau utile et que nos aquifères sont rechargés. En conséquence, cette matière minérale dégradée en azote va être lessivée et l'azote va contaminer nos aquifères. Autre possibilité, heureusement plus restreinte, ça peut être des contaminations d'origine anthropique. Ici, je suis dans la vallée de la Vestre, dans la région de Liège, donc partie nord-est de la Belgique, zone je dirais, industrielle, dans lequel il y avait historiquement des gisements de zinc qui étaient exploités. Le minerai était traité dans la vallée de la Vesdre parce qu'ils utilisaient l'énergie de la rivière pour faire fonctionner toute une série de moulins qui broyaient la roche, etc. Et quand vous regardez les flancs des collines autour de cette zone industrielle, vous voyez qu'il y a un fameux contraste. La vallée de la Vestre, normalement, est boisée d'une végétation caractéristique de nos régions avec des chênes, des hêtres, etc. Il y a toute une zone où vous avez une végétation naine. Mais sachez que dans ce cas-ci, on a le sol qui a été parsemé de particules fines, notamment constituées de métaux lourds, et les métaux lourds ont comme effet donc d'être un inhibiteur de la croissance des végétaux. Et donc, on a dans cette région toute une zone située comme par hasard dans la direction des vents dominants qui ont été donc saupoudrés de ces métaux lourds avec comme conséquence une végétation. Donc, ça s'observe suite à cette végétation rabougrie. Et donc, c'est un indicateur d'une contamination anthropique du sol, notamment par les métaux lourds. Heureusement, les métaux lourds sont souvent de charge positive et ils vont rester fixés sur des minéraux donc, qui sont généralement déficitaires en cations. Donc, ces métaux lourds sont fixés et donc ne seront pas lessivés par les eaux souterraines. On protège les eaux souterraines, mais vous voyez qu'on ne protège pas le sol avec ce processus. Dernier processus de contamination des eaux souterraines, c'est par l'effet bactériologique. Donc, j'ai parlé surtout maintenant de l'effet chimique.
L'effet pesticide, je vous ai montré quelques exemples. L'effet bactériologique, ben, ça peut être, comme je vous ai expliqué, si les eaux d'infiltration ne sont pas suffisamment filtrées, ben, ces bactéries peuvent se retrouver directement dans les eaux souterraines. C'est le cas de cette région qu'on appelle la calestienne, hein, très karstifiée dans notre région sud de la Wallonie. Mais de manière plus inquiétante, c'est la manière également dont certaines sociétés d'eau mal informées, hein, ou avec des techniciens mal formés, je dirais, gèrent leur réseau de distribution. De nouveau, je reviens vers les Philippines. On a des puits ici, vous voyez, ça c'est un puits d'un réseau de distribution. En quoi constitue ce puits? C'est simplement, on a fait un trou dans lequel, entre guillemets, on a tapé, hein, un tuyau dans lequel on a fait des petits trous, on a descendu la pompe, on pompe et on distribue l'eau. Donc, il n'y a aucun je dirais, système de protection des eaux de ruissellement. Donc, forcément, ben, les eaux de ruissellement vont s'infiltrer entre le tube placé dans le sol et le diamètre qui a été creusé. Et si vous avez évidemment des habitations, il n'y a pas de réseau d'égouttage, donc vous avez compris que le système, ben, ce sont des latrines qui sont chaque fois associées à chacune des habitations. Les blocs blancs ici vous indiquent que le substratum est calcaire et est extrêmement poreux, et donc vous voyez que le puits de production est localisé à côté des habitations, est également parfois localisé à quelques mètres de porcherie. Donc forcément, il n'y a même pas besoin de dépenser de l'argent pour les analyses bactériologiques. Vous savez que ces puits seront totalement contaminés. Voilà donc contamination bactérienne, ben, de nouveau peut-être à partir de l'agriculture, donc contamination donc diffuse ou suite à des contaminations locales à partir donc de latrines. Et comme il n'y a aucune chloration dans ces systèmes de distribution et qu'il n'y a aucune protection locale ou même un peu plus étendue autour de ces puits de captage, c'est également une source extrêmement importante de contamination. Alors, on revient de nouveau à cette notion de contamination. Donc, contamination veut simplement dire que je peux avoir évidemment certains de ces éléments, mais comme toujours, le terme de pollution doit être évidemment mis en relation avec des concentrations. Hein, je peux très bien avoir des nitrates dans l'eau, mais si je suis en dessous des normes de potabilité, ça ne peut très bien ne poser aucun problème. Alors, pour la bactériologie, hein, il y a, je dirais, voilà, et en principe, on ne peut pas avoir de bactéries pathogènes dans les eaux souterraines, c'est tout à fait, en tout cas dans les eaux de distribution. Comme je l'ai dit, au niveau des bactéries, ben, vous pouvez avoir évidemment des maladies qui vont se propager. Hein, je vous ai parlé de cette région de Belgique. Ben, souvent, quand il y a une contamination, on constate que, ben, au niveau des médecins traitants, des médecins que consultent les populations locales, à un moment donné, il y a un boom dans les diarrhées. Ben, souvent, très vite, à ce moment-là, ben, le médecin contacte la société d'eau et dit vous ne sauriez pas regarder s'il y a peut-être un petit problème au niveau bactériaux. Et souvent, ça s'avère être exact. Et puis, il y a les éléments chimiques. Vous voyez, par exemple, j'ai pris quelques exemples, hein, les fluors. Hein, il y a une limite qui est à 1,5 milligrammes par litre. Pardon. Pourquoi? Ben parce que trop de fluor nuit à la qualité des eaux, à la qualité dentaire. C'est ce qu'on appelle la fluorose. Les nitrates, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dépasser 50 mg par litre de nitrate? Mais parce que certains organismes, certaines études montrent que le nitrate peut se transformer au niveau donc, du système digestif en molécules qui peuvent être cancérigènes. Également, les nitrates peuvent se transformer en certaines molécules qui vont venir se fixer sur les globules rouges donc, de notre sang et donc générer un déficit en oxygénation de notre organisme, notamment au niveau des enfants. Trop de potassium peut donner de l'hypertension. On dit soyez prudent dans votre consommation de sel. Ben, c'est principalement le potassium qui est embêtant. Et vous voyez ici les sulfates qui risquent à trop grande concentration de générer donc des diarrhées.
Donc voilà, ça c'est facile, je dirais, mais ça coûte cher, hein. Une analyse chimique, je vous dis, des éléments majeurs, c'est aux environs de 120, 150 euros. Et quand on rentre dans des analyses complètes dans lesquelles on intègre les métaux lourds, dans lesquelles on intègre les pesticides, on peut monter tout de suite à des coûts de l'ordre de 2000 euros. Donc simple mais coûteux. Alors, regardons quelques exemples par rapport à ces normes. Donc, on fait une analyse, on a une norme de potabilité donc, qui sont établies par des équipes donc, de médecins, etc. Alors, voyons un peu ce que l'on trouve dans notre commerce. J'ai pris quelques exemples d'eau minérale, vous le voyez ici, naturelle, et on peut constater qu'il y a de très fortes hétérogénéités. Je prends des eaux ici, vous voyez l'eau de Spa qui est une eau belge. Vous voyez, résidu sec. C'est quoi résidu sec? Sec, pardon. Vous prenez l'eau, 1 litre d'eau, vous l'évaporez et vous mesurez simplement le résidu solide. Si vous faites évaporer de l'eau de mer, vous allez retrouver votre bassin qui va être tapissé d'une couche blanchâtre. Vous grattez la couche blanchâtre, vous pesez, vous allez retrouver 35 grammes pour l'eau de mer, donc de minéraux donc présents dans votre bassin d'eau, donc par litre. Dans les eaux de boisson, vous voyez déjà que les normes de potabilité, on va dire qu'il faut au maximum 1,5 g. Donc ici, on s'exprime en milligrammes. Donc, 1500 milligrammes, c'est le maximum. En tout cas, c'est ce qui est recommandé par l'Office mondial de la santé. Si vous voyez ces différentes eaux, il y a une eau qui présente une très faible quantité de matière minérale, c'est l'eau de Spa. Pourquoi l'eau de Spa a-t-elle une très faible concentration? De nouveau, c'est en lien avec la nature du substratum. Spa, c'est une région de Belgique où le substratum est composé d'une roche qu'on appelle le quartzite. Et le quartzite fait penser du quartz. Et le quartz, c'est un minéral très fréquent sur la croûte terrestre, mais qui a une composition chimique extrêmement simple. C'est du silicium et de l'oxygène. Et c'est un minéral qui est pratiquement inaltérable. Donc forcément, l'eau qui circule dans ces roches est très bien filtrée, mais se charge très peu en minéraux. À l'opposé, vous avez les parts. Vous voyez, les parts, on est à des concentrations qui sont supérieures aux normes donc recommandées par l'OMS. On est à 2,5 grammes. Les recommandations sont de l'ordre de 1,5 g. Alors, quels sont les éléments? Vous voyez ici le fluor, 1,5 g. Vous avez ici la Watt-Willer qui atteint une concentration de 2 mg par litre. Donc, elle est supérieure aux recommandations. Les sulfates, je vous ai dit, les sulfates ont comme effet de générer un transit rapide intestinal jusqu'à provoquer des diarrhées. Vous voyez que vous avez les parts où on atteint des concentrations de 1530 mg par litre, alors que la recommandation est de 250. Donc, ça vaut parfois la peine de se dire, tiens, en fait, l'eau que je bois ou l'eau de mon robinet, quelles sont ses caractéristiques? Parce qu'il est évident que d'autres, et c'est un peu l'argument, vous voyez, commercial de Contrex, c'est que ce sont des eaux qui sont extrêmement riches en calcium et en magnésium. Donc, notre organisme a aussi besoin évidemment de ces sels minéraux, mais soyons malgré tout prudents, parce que je peux très bien avoir un organisme, par exemple, qui a tendance à faire, entre guillemets, des pierres au rein. La personne qui a plutôt ce genre de métabolisme ferait peut-être mieux de prendre des eaux qui sont évidemment moins riches en sels minéraux tels que l'eau de Spa. Par contre, si je fais de la décalcification, effectivement, peut-être que je peux envisager de prendre des eaux qui sont plus riches en ces éléments calcium et magnésium. Donc, simplement, attention, peut-être parfois la peine, ça vaut parfois la peine de regarder les eaux. Alors, pourquoi est-ce que les eaux que je vous parle ici et par Contrex Vitel, c'est le même groupe, sont particulièrement riches en sels minéraux? Je vous ai dit, l'eau de Spa, très faible quantité, je suis dans des roches très dures et qui sont composées d'un minéral qui ne s'altère quasiment pas. Si je regarde l'origine de ces eaux Vitel, Contrex et par, les captages sont situés, vous voyez ici, dans le nord-est de la France, dans des roches, dans des dépôts géologiques qui font partie du bassin de Paris. Et le bassin de Paris, c'était une immense baie dans laquelle des sédiments riches
en calcaire, ce sont des calcaires, d'où la présence de calcium et de magnésium, mais également c'était comme le terme l'indique, un bassin. Donc, c'est une zone qui est fermée sur elle-même, dans laquelle je peux avoir des phénomènes d'évaporation. Et quand l'eau de mer s'évapore, elle peut notamment précipiter le fameux gypse dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, si j'ai du gypse, j'ai des minéraux qui sont très solubles et à l'origine, un minéral riche en calcium et en sulfate qui, sous forme dissoute, va enrichir mes eaux en calcium et en sulfate. Alors, voilà, je vous ai dit, il y a plusieurs manières de présenter. Je vous ai déjà montré ce petit diagramme, mais c'est un diagramme intéressant parce qu'il permet évidemment de comparer très facilement des eaux entre elles. Donc, j'ai repris les mêmes bouteilles, les mêmes compositions chimiques de ces différentes eaux. Vous voyez ici, SPA, vous avez l'impression qu'il n'y a rien du tout. C'est une eau, c'est quasiment, je dirais, de l'eau distillée avec un tout petit peu de minéralisation. Certains diront, oh, je n'aime pas l'eau de Spa, j'ai l'impression de voir de l'eau distillée. Très honnêtement, ils n'ont pas tort. Certains diront, oh, j'ai horreur de l'épar parce que c'est une eau qui est beaucoup trop salée. Effectivement, ils ont raison. Vous voyez ici que l'analyse chimique vous montre clairement le pourquoi de ces différences. Alors, voilà, évidemment, ces différents types d'eau qui sont autorisés à la vente. Chacun va utiliser l'argument économique. Le SPA va vanter la pureté de l'eau. Contrex, vous voyez, 468 mg par litre de calcium, 75 mg par litre de magnésium, donc excellent pour votre santé. Alors parfois, c'est assez amusant. Vous voyez, Épar, je vous ai dit, on est à 1500 mg par litre de sulfate au lieu des 250 recommandés par l'OMS. Et vous voyez que sur la même publicité, vous avez et découvrez aussi la joie d'avoir un bon transit. Vous avez compris, transit intestinal, vous avez compris pourquoi. Forcément, si je suis à 250, limite, si vous mettez 100, 1500, forcément, ça va évidemment faciliter votre transit. Donc, vous voyez, c'est quand même amusant parce que je trouve qu'un élément aussi simple que de l'eau, quand vous vous plongez dans le détail de l'aspect qualitatif, vous constatez des hétérogénéités extrêmement importantes. Autre élément, peut-être plus embêtant, c'est le fluor. Voilà une eau qui est vendue en Belgique, vous voyez, fluor 4,5. Or, le fluor, la limite recommandée par l'OMS, c'est 1,5. Si vous regardez la petite notice que personne ne regarde, évidemment, attention, contient plus de 1,5 mg de fluor, ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière. Pourquoi? On sait qu'une trop grande concentration en fluor a l'effet inverse. Au lieu de renforcer, ça va dégrader la dentition, ça va dégrader. Donc, également, la qualité des os, c'est ce qu'on appelle la fluorose. Le problème du fluor est particulièrement aigu dans certaines régions africaines. En travaillant, j'ai eu la chance également de travailler en Afrique, et il y avait certains villages où on arrivait, et quand on regardait la population, on voyait que contrairement à la plupart des régions en Afrique, les gens ont de très belles dentures, là, il y avait un problème. Quand les gens souriaient, on voyait qu'il y avait un problème de dentition. Quand on commençait à parler aux gens, ils nous disaient qu'il y avait des problèmes de fragilité au niveau du système osseux. Et il ne fallait pas aller très loin. On était quasiment sûr que quand on allait faire nos analyses, on allait retrouver des concentrations en fluor nettement excédentaires par rapport à ce qui est recommandé au niveau donc des normes par l'OMS. Autre exemple, je vous ai montré tout à l'heure la Vigie Célestin, elle montre en concentration à des valeurs de 6 mg par litre. Donc, de nouveau, une eau qui est vendue dans le commerce, mais dont certains éléments dépassent les seuils donc, de recommandation. Alors, ceci, c'est assez intéressant pour les économistes parce que ça, c'est la nouvelle mode qui vient notamment par rapport aux États-Unis. C'est l'eau en bouteille qui est en fait de l'eau totalement distillée. Donc ça, c'est facile. Il suffit d'acheter une petite usine de traitement. Vous prenez n'importe quelle eau et vous la purifiez. Donc, vous voyez ici eau potable donc, qui est passée sur des filtres à charbon actif, qui est
carrément passer dans des filtres à osmose inverse, de la microfiltration, de l'ozonation. L'ozone, ça détruit également les bactéries. Donc, vous voyez que finalement, on passe l'eau dans un système d'épuration et à la sortie du robinet, on a donc une eau dont la qualité, en tout cas d'eau potable, est totalement garantie. Mais vous buvez de l'eau distillée. Alors ça, c'est, je dirais, un processus qui est bien marqué au niveau des régions qui sont fort influencées par les États-Unis, parce que c'est un processus qui se fait aux États-Unis. Coca-Cola a voulu apporter ce genre de produit en Europe, notamment ils ont commencé par l'Angleterre, et ça a fait un scandale parce que dans la presse, ils ont dit Coca-Cola vend de l'eau du robinet en bouteille, avec évidemment un bénéfice entre les deux. Et en fait, de nouveau, l'information de la presse n'était pas tout à fait exacte parce que effectivement, cette eau du robinet était traitée. Et en fait, ce que Coca-Cola a voulu imposer en Angleterre, c'est de l'eau en bouteille, mais qui est de l'eau distillée. Or, ce n'est pas du tout la mentalité européenne, puisque vous savez que les eaux en bouteille, quand vous achetez une eau en bouteille, en tant que consommateur, vous êtes évidemment, vous attendez à avoir de l'eau naturelle avec un certain équilibre, évidemment, au niveau de la composition chimique qui fait que vous allez apprécier pour son goût, pour son absence de goût, donc l'eau que vous allez donc sélectionner. Alors, ceci aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut poser quelques problèmes. Par exemple, dans le projet qu'on a en Philippines, la société de distribution d'eau est également donc fabrique également donc ce type d'eau totalement distillée. Et donc là, ça pose problème parce que on peut se demander dans quelle mesure cette société distributrice d'eau a intérêt à ce que l'eau du robinet soit potable par rapport au fait qu'en même temps, elle vend de l'eau en bouteille totalement potable, évidemment, mais distillée. Et là, on a une problématique assez intéressante. Et heureusement, dans ce projet, évidemment, on s'est entouré d'économistes qui sont en train d'étudier donc la question. Faut-il rendre l'eau potable au niveau du robinet avec les investissements nécessaires à réaliser, chloration, etc., par rapport à de l'eau en bouteille qui est vendue en parallèle. Donc ça peut faire l'objet de tout un débat. Alors, vous allez me dire, les eaux potables, c'est facile. Je fais mon analyse, je compare par rapport aux recommandations, aux normes de potabilité. Pas tellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends de nouveau, je reviens sur la Belgique avec une nappe aquifère qui est localisée dans le nord-est de la Belgique, qu'on appelle la nappe aquifère donc, de SB. C'est une zone qui est extrêmement sollicitée parce que la densité de population y est relativement importante. Et notamment, vous voyez ici les petits traits rouges qui représentent des galeries captantes. Donc, il y a à peu près 50 km de galeries captantes. L'aquifère, c'est de la craie, donc c'est du carbonate de calcium. Donc, c'est un aquifère calcaire, fortement poreux, fortement perméable. Donc, il y a vraiment un très bon potentiel d'exploitation. Le problème, c'est que toute la région, non seulement a une forte densité de population, mais également une zone donc fortement à vocation au niveau de l'agriculture et notamment des champs de culture, tout simplement parce que le sol est constitué de limon. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé du limon la semaine dernière et je vous ai dit c'est le sol qui contient la plus grande quantité d'eau en termes de stock, en termes de RFU. Donc déjà là, c'est un bon élément pour l'agriculture, parce que le système racinaire des plantes aura un bon potentiel au niveau donc, de stockage d'eau pour compenser le déficit en eau pendant les périodes estivales. Et si je fais une analyse minéralogique de ces limons, je vais retrouver beaucoup de calcaire. Le calcaire va s'altérer, va libérer du calcium, et le calcium est un élément essentiel au métabolisme des plantes, mais c'est aussi un élément qui va améliorer ce qu'on appelle la structure du sol. Donc, ce sont les terres les plus fertiles au niveau donc, de la Wallonie, d'où une exploitation extrêmement importante. Alors, de nouveau, cette nappe fortement sollicitée, parce qu'il y a quelques grandes villes, mais également, elle alimente
donc principalement la ville de Liège. Vous voyez les débits pompés, 25 à 30 millions de mètres cubes par an. Il faut savoir qu'en Belgique, le mètre cube est vendu à peu près à 5 euros du mètre cube. Donc, en tant qu'économiste, vous vous rendez compte qu'il y a quand même ici un certain potentiel financier à valoriser. Donc, de nouveau, on fait le petit bilan habituel, petit rappel, précipitation, évaporation, ruissellement, infiltration. Vous voyez que dans la région, j'ai à peu près 800 millimètres de précipitation. De ces 800 millimètres, j'ai 63% qui vont repartir vers l'atmosphère par évapotranspiration. Et puis le reste, vous voyez, principalement réparti entre l'eau qui va ruisseler et alimenter le Gers. Et vous voyez que le débit des captages, donc les 25 à 30 millions de mètres cubes dont je vous ai parlé tout à l'heure, représente 11% des précipitations. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif dont j'ai parlé la semaine dernière. Regardons maintenant l'aspect qualitatif. Donc comme le schématise ici le petit bloc diagramme, vous voyez que c'est principalement des zones de culture avec évidemment épandage de lisier, épandage d'engrais, etc., fumier, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'au cours du temps, on avait les concentrations en nitrates. Je vous rappelle, les nitrates ont comme effet négatif un risque cancérigène et également un risque sur la bonne oxygénation de votre organisme, et les normes de l'OMS, là qui sont quand même assez bien respectées, c'est au maximum 50 mg donc, par litre. Et vous constatez, ceci, c'est différents captages, et on a ici un captage situé dans cette zone où vous voyez que les concentrations moyennes annuelles dépassent le seuil de potabilité. Plus inquiétant, évidemment, c'est que ce n'est pas le seul captage qui montre une dégradation qualitative, mais vous voyez que d'autres captages, même si aujourd'hui, enfin en 95, ils n'avaient pas encore dépassé le seuil de potabilité, la courbe de tendance, en tout cas, montrait clairement qu'à long terme, l'eau allait être, donc, serait devenue naturellement non potable. Alors, de nouveau, deux possibilités, soit on essaye de mettre en place des bonnes pratiques agro-environnementales, ou autre possibilité, c'est le traitement. Et dans ce cas-ci, malheureusement, après plus de 20 ans de mise en place de pratiques agro-environnementales, on n'a pas réussi à inverser le processus, et donc la société d'eau est partie vers une solution technique qui est donc l'épuration des eaux et l'élimination des nitrates dans ces eaux de distribution. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis donc la qualité de l'eau, c'est pas si facile à maîtriser, un peu comme je vous avais dit, les précipitations, c'est pas si facile à mesurer, tout simplement parce que comme pas mal de problèmes qualité provient d'activités anthropiques qui sont en surface, il est évident que la contamination, elle va d'abord toucher la partie superficielle de l'aquifère. Et petit à petit, par phénomène de diffusion, de convection, etc., je ne rentre pas dans les détails, mais la pollution, lentement, va progresser depuis la surface jusqu'à la base de l'aquifère. Pour vous donner un exemple, vous voyez ici l'aquifère des Crêts dans lequel on a les galeries et les puits qui viennent pomper de l'eau. Ce n'est pas très profond, on a à peu près une quarantaine de mètres d'épaisseur. Si j'ai des puits qui sont équipés à différentes profondeurs, vous voyez ici, je ne prélève que dans la partie supérieure, ici dans la partie médiane et ici dans la partie profonde de l'aquifère, je vais avoir un schéma totalement différent. Vous voyez que dans la partie superficielle, j'ai des fluctuations saisonnières assez importantes avec une moyenne qui dépasse ou en tout cas qui approche les 50 mg par litre, la norme de potabilité. Si je prends mon échantillon dans la partie médiane, la situation s'améliore, je suis autour de 35. Ici, je suis un petit malin par rapport au fait de rassurer l'Europe qui, évidemment, surveille la qualité des eaux souterraines. Je vais venir prélever dans le fond de mon aquifère et là, je vais trouver une situation qui est nettement plus positive puisque vous voyez que je me retrouve autour de 20 à 25 mg par litre de nitrate en moyenne. Donc, vous voyez que selon la profondeur du prélèvement,
je peux avoir une situation qui est très négative, et ce n'est pas profond comme aquifère, hein, je n'ai que 40 mètres. Si je vais à la base de l'aquifère, je vais, en tout cas pour l'instant, donner une image assez positive de la qualité de mes eaux souterraines. Ça, c'est pour les nitrates. Plus embêtant, ben, si je fais le même prélèvement pour certains pesticides, ben, vous voyez que dans la partie... Oui, Juste une question là-dessus. Donc, le fait qu'il y ait plus de nitrates dans les puits peu profonds, oui, c'est lié au fait que les nitrates donc arrivent dans la nappe et oui, puis ils arrivent d'abord au-dessus, mais oui, de toute façon, un jour, ils arriveront en bas, c'est juste une question de durée de la pollution. Ou est-ce que exact. quand on est dans le fond de la nappe, en fait, de toute façon, il y a 30 mètres de filtration en plus et Non, donc les nitrates n'arriveront pas? non, justement, là, il y a effectivement la question très pertinente parce qu'on a effectivement certains éléments, je dirais, perturbateurs qui peuvent être dégradés. C'est le cas des bactéries, hein, les bactéries pathogènes qui sont dans nos systèmes digestifs. Généralement, on estime qu'après 50 jours, ils sont naturellement détruits. Donc là, effectivement, on peut se dire que on va avoir, hein, selon la vitesse de transit, le temps que ces produits soient dégradés. Ce n'est pas le cas de certains éléments chimiques. Certains éléments chimiques, effectivement, peuvent être, on va dire, absorbés sur la matrice rocheuse, mais les nitrates, par exemple, sont des éléments qui ne vont pas se dégrader. Il y a possibilité de dégradation de nitrate si, soyons précis, dans certains cas, ce sont dans ce qu'on appelle des nappes captives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont généralement des nappes dans lesquelles il y a très peu d'oxygène. Et en absence d'oxygène, on retrouve dans le sol des bactéries qui vont utiliser l'azote pour remplacer l'oxygène. Et dans ce cas-là, on a effectivement des phénomènes de dénitrification. Ici, on est dans ce qu'on appelle une nappe libre. Donc, si on mesure les quantités d'oxygène, il y a encore trop d'oxygène dans l'aquifère et les nitrates ne seront pas dégradés. Donc, effectivement, la situation que je montre ici est une situation donc, qui évolue au cours du temps et on risque à long terme d'avoir une homogénéité sur la totalité de l'épaisseur de l'aquifère. Même chose, j'ai parlé des nitrates. Plus inquiétants, évidemment, sont les autres produits, hein, peut-être un peu plus inquiétants que sont certains pesticides. Ben, vous voyez ici pour les pesticides, dans la partie supérieure, ben, j'arrive pour la bentazone à 242 microgrammes par litre. La norme de potabilité, c'est 100 microgrammes par litre, donc je suis 2 fois plus haut. Pour le VSI 01, qui est un autre produit, j'arrive à 241. Donc, situation extrêmement inquiétante par prélèvement à la surface. Dans la partie médiane, vous voyez, je suis à 14,88 et dans la partie inférieure, je suis sous le seuil de détection. Vous voyez que de nouveau, hein, ce n'est pas si simple de déterminer la qualité d'eau à votre robinet, oui, mais la qualité d'eau d'un aquifère avec une approche globale, il faut être extrêmement prudent parce que ça peut varier spatialement par rapport à la profondeur de l'aquifère lorsqu'on a des produits qui viennent de la surface, donc principalement d'origine anthropique. Autre élément qui va jouer, c'est Je- le mot. Oui, Juste une précision là-dessus. On a une idée donc on a une idée de la vitesse à laquelle la contamination va descendre et si on arrête tout épandage et toute utilisation de pesticides au-dessus, on a une idée de la vitesse à laquelle le nettoyage entre guillemets de la nappe peut avoir lieu. Ça se modélise, alors, c'est des oui, trucs, ça, des choses. oui, oui. Donc, on va modéliser ce processus généralement en deux temps. Il y a les bioingénieurs qui vont principalement travailler sur la zone racinaire et sur la zone plus homogène du sol. Ici, on est en SB, donc vous voyez que j'ai quand même 5 mètres d'accumulation de limon dans lequel les ingénieurs, évidemment, ont fait toute une série d'études et ils estiment que le flux, c'est à peu près 1 mètre par an. Le flux de nitrate, c'est à peu près 1 mètre par an. Nous, on étudie donc ce qu'on a fait dans ce gros programme interdisciplinaire. On a repris les flux de nitrate calculés par les bioingénieurs et on les a fait circuler dans la nappe aquifère. Et là, évidemment, dans la nappe aquifère, les transits sont beaucoup plus rapides. Ça va?
Alors, si je veux donner des explications précises, j'en ai pour plus d'une heure, donc je vais essayer de résumer. Il faut savoir que la craie est un matériau très poreux et donc les processus sont extrêmement lents. On a fait des mêmes manipulations, je vous ai dit, cette fameuse bande calcaire en Belgique, et on a eu des vitesses depuis la surface, en faisant des traçages depuis la surface jusque des stalactites au niveau des grottes. On a eu, donc je vous ai dit, le bio-ingénieur dans un sol homogène tel que les limons, 1 mètre par an. Dans des régions karstiques, on a eu 6 mètres par heure. Donc, vous voyez la différence. Donc, c'est très difficile de faire des généralités. Et chaque site a sa particularité. Donc, de nouveau, en tant que scientifique, attention aux schémas généraux qui ont tendance à beaucoup trop simplifier, je dirais, l'observation de terrain. Je réponds partiellement à la question. Je peux y répondre de manière beaucoup plus détaillée, mais malheureusement, le temps imparti est là. Donc, voyez déjà la problématique de l'hétérogénéité spatiale verticale. Je ne parle pas de l'hétérogénéité spatiale latérale en fonction, évidemment, de l'aménagement du sol, de l'aménagement du territoire et de l'occupation du sol. Également, un autre processus qu'on a mis en évidence, c'est que c'est très hétérogène en fonction du temps. Et on constate de manière générale que quand la nappe remonte, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Les petits histogrammes bleus vous montrent les périodes où j'ai, souvenez-vous, de l'eau utile. Donc, j'ai de l'infiltration. En SB, le sol est fort perméable. Donc, quand j'ai de l'eau utile, c'est principalement de l'infiltration. On utilise d'ailleurs le terme de SB, SB sèche. Pardon. Donc, vous avez ici les histogrammes avec une infiltration mensuelle qui a pour effet de remonter en bleu le niveau de la nappe. Quand je n'ai plus d'eau utile, ben forcément ma nappe redescend. De nouveau de l'eau utile, ma nappe remonte. Vous voyez, un petit décalage. Mais ce qui est important, c'est de voir les fluctuations des teneurs en nitrate. Vous voyez que quand je suis en période de remontée de nappe aquifère, les teneurs en nitrate augmentent. Et quand je suis en période de diminution, de rabattement de la nappe aquifère, les teneurs en nitrate diminuent. Et j'ai cette observation sur plusieurs puits. Donc, ça veut dire que, de nouveau, si je dois informer la population, informer l'Europe de la qualité de mes eaux, si je suis un petit malin et que je veux tromper le public, tromper l'Europe, je viens prélever en profondeur. Non seulement je viens prélever en profondeur, mais je viens prélever dans des périodes où la nappe se rabat. Je suis sûr d'être dans des conditions idéales pour évidemment obtenir des valeurs de faible concentration. Notez quand même ici 160, donc je suis 3 fois au-delà des normes de potabilité. Ici, je suis autour de 20, donc je suis en dessous de 2 fois la norme de potabilité. Même chose ici, vous voyez que je peux atteindre des valeurs de 120 et ici des valeurs de l'ordre de 140. Ça peut être expliqué facilement pourquoi ces fluctuations. C'est ce que j'explique ici sur le schéma, mais je ne vais pas donc de nouveau rentrer dans les détails. Donc voilà, je vous montre que la qualité analyse, on compare les résultats d'analyse donc aux normes de potabilité. Si les normes de potabilité ne sont pas respectées, ben, il me reste la possibilité de faire du traitement. Qui dit traitement dit bien évidemment augmentation du coût de production, qui va être traité par les économistes et qui vont évidemment répercuter ça sur le consommateur. Alors, quels sont les traitements? Ben, je peux tout envisager, depuis le traitement le plus simple qui va juste m'éliminer, relatif, c'est déjà vachement important, vos bactéries, ce sont les petits kits que vous avez quand vous faites de la randonnée et qui vont simplement passer l'eau dans un charbon actif dont l'espace entre les grains sera inférieur à la taille de votre bactérie, donc vous allez faire une filtration simplement mécanique. Vous avez ici des stations, comme je vous ai montré,
qui deviennent très populaires dans des pays tels que les Philippines avec une filtration totale d'osmose inverse. Vous sortez, vous rentrez n'importe quelle eau, vous sortez de l'eau distillée, donc qui est potable, peut-être indigeste, mais potable. Et puis, vous avez donc par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce problématique de l'augmentation des concentrations en nitrate dans la nappe, malheureusement, les mises en place de bonnes pratiques agricoles n'ont pas été suffisantes que pour réduire le taux de nitrate. Et ici, la société d'eau, donc vous revoyez ici les grandes galeries de captage, donc je vous rappelle, on est aux environs de 25 millions de mètres cubes par an, sont actuellement donc traités dans des usines, traitements relativement complexes. Alors, il y a aussi d'autres traitements qui sont assez amusants. Je prends l'exemple du fer. C'est très facile d'éliminer le fer. Pourquoi est-ce qu'on doit éliminer le fer? Le fer n'a absolument rien de toxique, en tout cas dans les concentrations qu'on observe dans nos eaux souterraines. Mais le gros problème, c'est que si vous avez du fer dans votre eau, du fer qui est sous forme solubilisée, quand vous allez ouvrir votre robinet, le fer va rentrer en contact avec l'air et vous allez avoir une réaction d'oxydation. Et l'oxydation du fer, vous connaissez, c'est votre barrière qui rouille, vous allez avoir une trace rouge. Et le fer, historiquement, c'était assez amusant parce que quand j'étais gamin et que j'allais chez ma grand-mère en Ardennes, j'étais toujours un peu dégoûté parce que dans son WC, dans son lavabo, dans sa baignoire, il y avait des grandes traces rouges. Ces grandes traces rouges, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il n'y avait pas de nettoyage, mais c'était le fer qui n'était pas traité avant distribution et qui précipitait au moment où on ouvrait le robinet. Et donc, forcément, vous aviez de la précipitation d'oxyde de fer. Donc, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus aucun consommateur qui accepterait cette situation. Et donc, les usines, en tout cas les producteurs d'eau, font des petits traitements. C'est très facile, comme je vous ai expliqué pour éliminer le fer. Vous prenez l'eau, vous remplissez un bac, vous générez avec une soufflerie une émulsion. Le fer réagit très rapidement avec l'oxygène. Ça va former des petites particules, des petits agrégats qui vont sédimenter, qui vont précipiter. Et vous voyez ici, on devine la tranche d'eau qui est éliminée, dans laquelle on a éliminé le fer et qui donc peut être distribuée sans aucun risque donc, pour vos lavabos en termes de couleur. Plus compliqué déjà, c'est le traitement donc, pour les pesticides. Voilà ici un captage d'eau dans la vallée de la Meuse. Vous avez ici un gros cylindre. Ce gros cylindre, ce n'est pas un réservoir d'eau, c'est ce qu'on appelle un filtre à charbon actif. De nouveau, un peu comme la bactérie qui passe dans ce charbon actif. Les pesticides sont des molécules de grande taille. Elles vont simplement être emprisonnées dans ce qu'on appelle ce charbon actif. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de traiter cette eau? Vous voyez ici la même photo. Vous avez la Meuse qui coule à proximité. Dans la Meuse, surtout en été, on va retrouver des pesticides liés à l'agriculture. Comme le captage, il pompe dans la nappe alluviale. Cette nappe alluviale est partiellement alimentée par la Meuse et donc le captage est contaminé par des pesticides et donc je traite l'eau, la société traite l'eau pour éliminer ces pesticides. Et on peut aller évidemment dans des systèmes de plus en plus complexes de traitement d'eau. Donc, vous voyez ici, notamment pour l'ASB, il y a le phénomène ici, vous voyez, traitement des pesticides, charbon actif, dénitrification, ce que vous voyez ici sur la diapositive, beaucoup plus complexe parce que ça doit être traité par des libactériens, et enfin, j'ajoute la chloration pour être sûr d'éliminer toutes les bactéries. Je peux même utiliser l'ozone. Le problème de l'ozone, c'est qu'on tue toutes les bactéries à l'endroit du traitement, mais si j'ai une contamination après l'endroit de traitement, elle va rester permanente. Tandis que la chloration, vous mettez le produit et vous avez une durée dans le temps de votre traitement.
Voilà. Alors ici, je vais reprendre rapidement pour terminer un exemple. Que se passe-t-il dans nos aquifères en région wallonne, hein? Les Wallons disent ça, on est dans une situation assez confortable en termes d'eau. On parle de l'or bleu de la Wallonie, donc qui est stocké dans son sous-sol. La situation est un peu préoccupante en termes de qualité. Voilà ici un petit graphe qui vous montre le nombre de captages qui est abandonné, en tout cas le volume donc cumulé de pompage, de captage abandonné. Alors ici, vous avez les petits histogrammes gris, pardon, dont je ne parle pas parce que c'est souvent lié plus à des restructurations techniques. Mais ce qui est un peu embêtant, vous voyez, c'est la partie jaune. Donc, c'est des captages qui sont abandonnés suite à des pollutions de type turbidité bactéries. En orange, les captages abandonnés suite aux pesticides. Et en rouge, les captages abandonnés suite aux nitrates. Et vous voyez que ça fait quand même, entre 2000 et 2015, à peu près 8 millions, donc fois 5 euros du mètre cube, hein, pour vous donner le budget que ça représente, 8 millions de mètres cubes, donc qui ne sont plus prélevés suite à des problèmes qualitatifs où on a estimé que ce n'était pas rentable d'y appliquer un traitement. Ben, 8 millions, ça fait quand même l'équivalent de 64 000 ménages. Alors, si je regarde la carte de la Wallonie, voilà ici le bilan pour l'état quantitatif, donc les volumes, et vous voyez qu'en fait, il n'y a qu'une seule zone qui est dans un mauvais état. Donc, c'est une zone où la nappe aquifère est surexploitée. Alors, on en a un peu parlé brièvement la semaine dernière. Comment est-ce que je vois d'abord que la nappe est surexploitée? Je vais avoir toute une série de forages. Que me montrent ces forages? On va mesurer le rabattement de cette nappe. Et je n'ai malheureusement pas, parce que c'est caché pardon, caché les informations que j'ai latéralement, mais vous voyez que la nappe est 75 mètres en dessous du niveau du sol, et puis elle continue d'année en année à se rabattre. Et je ne sais pas si vous voyez mon petit pointeur, je pense que ça doit être moins 50 mètres, quelque chose comme ça. Moins 54. Moins 54 mètres. Alors, moins 54 mètres, ça, c'est la cote altimétrique. Donc, déjà là, vous avez compris qu'avoir une nappe aquifère qui est moins 54 mètres sous le niveau océanique, c'est quelque chose qui est impossible d'obtenir de manière naturelle. Une nappe ne peut pas descendre sous le niveau de la mer. Pourquoi est-ce que cette nappe descend donc à une cote altimétrique aussi basse? C'est lié un peu à sa position exceptionnelle. Donc, vous voyez ici que la situation n'est pas récente, puisque déjà dans les années 60, on était à moins 30 mètres sous le niveau marin, océanique, et vous voyez que 2005, on est à moins 60 mètres, 65 mètres, ce n'est pas le même captage. Et puis, la courbe ici, on a une stabilisation parce qu'on a essayé de s'arranger au niveau de l'Europe et puis malheureusement, ces dernières années, on est reparti à la baisse. On vide la nappe aquifère à une vitesse de l'ordre, c'est ce qu'on appelle le rabattement, à une vitesse de l'ordre, vous voyez, de 1 demi-mètre par an. Alors, pourquoi cette situation? C'est ce qu'on appelle une situation de nappe captive. Ça veut dire que votre baignoire, représentée ici par des calcaires de couleur bleue, est recouverte de terrain imperméable. Ce qui veut dire que votre baignoire, elle est gigantesque, elle a une bonne capacité de stockage, mais malheureusement, elle est très mal rechargée. Voilà ici le petit schéma de la vue schématique de la géologie de la Belgique. Vous voyez ici, cette nappe, elle se situe au nord, comme on l'a vu tout à l'heure, au nord de Mons. Vous avez ici tous les terrains jaunes, ce sont les terrains récents qui sont relativement imperméables et qui recouvrent cette nappe aquifère, cette grande baignoire. Et malheureusement, la baignoire, vous voyez, elle n'affleure que dans quelques endroits, dans les fonds de vallée situés au nord de la région de Mons. Donc, c'est une baignoire gigantesque, mais qui est très peu rechargée. Et qu'est-ce que vous observez si vous vous baladez à l'ouest de cette région? Vous avez ici la métropole de Lille. La métropole de Lille, sa seule possibilité d'avoir des eaux de qualité, c'est de venir forer à travers tous ces terrains récents pour venir exploiter
cet aquifère qu'on appelle la nappe des calcaires, donc du Carbonifère de la région de Tournai. Également ici, cette nappe se prolonge sous la Flandre, région aussi fortement à forte densité de population. Et la Flandre vient aussi forer en profondeur. Donc vous avez ici une nappe aquifère qui est partagée entre trois régions, la Wallonie, la Flandre et la partie, donc, je pense, Grand Nord, c'est la nouvelle région actuellement de la région de Lille. Et donc, tous ces gens pompent avec comme conséquence, parce qu'ils ont besoin de cette eau, une surexploitation, puisqu'on pompe plus que ce que l'aquifère est rechargé. La conséquence au niveau quantitatif ne se fait pas attendre. Vous voyez donc l'évolution. Donc, je suis en train de vider ma baignoire donc, suite à cette situation. Donc, ça, c'est le seul endroit, je dirais, en Wallonie où la situation est particulièrement donc, préoccupante au niveau quantitatif. Je vous rappelle qu'actuellement, on n'utilise pas encore nos aquifères pour faire de l'irrigation. Le schéma peut très vite changer à partir du moment où de l'irrigation sera mise en place. Je vous avais dit, le problème, c'est plutôt l'aspect qualité. Et donc, effectivement, voilà la carte de la qualité des eaux souterraines. Vous voyez que, bon, oui, ça va, heureusement. Il y a encore certains endroits où la qualité de nos aquifères sont bons. Mais malheureusement, vous voyez, mauvais à cause des nitrates, mauvais à cause des pesticides, mauvais à cause des nitrates et des pesticides, mauvais à cause des macropolluants. On a évoqué tout à l'heure la problématique donc, de la bactériologie. La nappe aquifère dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je vous ai donné l'exemple pour vous montrer l'hétérogénéité spatiale en profondeur et l'hétérogénéité temporelle, vous voyez que je suis dans une qualité mauvaise au niveau pesticides et on peut dire aussi que c'est, je vous l'ai montré, mauvais au niveau donc, de la qualité des nitrates. Donc, vous voyez qu'au niveau belge, on a quand même donc une situation quantitative acceptable, mais une situation qualitative qui est plutôt inquiétante, notamment parce que vous voyez que les zones qualitatives problématiques se situent dans le nord de la Wallonie. C'est aussi évidemment les zones qui sont les plus urbanisées. Voilà, en conclusion, simplement, je reprends un petit schéma donc d'investigation pour l'hydrogéologue qui doit satisfaire des besoins en eau. Tout d'abord, on va partir d'une première question, quels sont les besoins? Donc ça, je vais discuter avec mon client. Pourquoi avez-vous besoin d'eau? Quelle quantité? À quel usage? Donc, hydraulique villageoise, alimentation urbaine, alimentation industrielle, alimentation agricole. Je vais faire première estimation des ressources, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer, les ressources qualitatives, les ressources quantitatives. Et puis, je vais arriver à une première estimation. Est-ce que par rapport à vos besoins, mes eaux souterraines savent combler votre demande? Si j'ai une capacité suffisante en termes de quantité, qualité, tout est pour le mieux. Si j'arrive avec une première réponse négative, capacité insuffisante ou problématique, là, je dois un petit peu réfléchir sur la capacité. Si je vais quand même dans un sens d'exploitation, quels sont les risques de dégâts à l'environnement, quels sont les risques en termes de développement durable. Et là, il faut dire qu'il y a des choix politiques qui sont parfois comme tout choix politique, ça peut être positif ou négatif. Et par rapport aux choix politiques, on peut notamment penser à ces aquifères dans les pays très secs qui vont chercher ce qu'on appelle les eaux anciennes dans des aquifères très profonds pour faire de l'irrigation. Il est évident que ce genre de solution qui est utilisée actuellement ne peuvent être que des solutions à durée limitée dans le temps et que ce sont des solutions qui, évidemment, ne sont absolument pas en phase avec une politique de développement durable. Donc, vous voyez que dans mes deux exposés, je terminerai par là. Donc, on a surtout parlé l'aspect qualité, l'aspect quantité. Maintenant, il y a encore évidemment tout un volet dont je n'ai pas parlé, qui est donc comment est-ce que je peux aller chercher cette eau, à quel prix est-ce que je peux aller le chercher. Et là, je crois qu'il y a un rôle extrêmement important au niveau des économistes, mais aussi savoir comment est-ce que je peux protéger cette eau
Et de nouveau, à quel coût est-ce que je dois investir dans la protection donc de nos aquifères? Voilà, je termine ici. Là, il y a encore pas mal de choses intéressantes donc, dans cette dernière phase, notamment pour, je garde l'heure, hein, mais il y a à peu près dans les années 90, 90, hein, quand j'ai travaillé pour l'ONU, il y avait pas mal de bibliographies qui expliquaient très clairement que quand on doit utiliser de l'eau souterraine, hein, le premier processus le moins cher, c'était bien évidemment de capter des sources, parce que souvent elles étaient en altitude et on pouvait simplement par gravité alimenter les populations qui se trouvaient, hein, dans les zones topographiquement plus basses. Le deuxième système, c'était les eaux souterraines. Le troisième système, c'était le traitement des eaux de surface. Et on avait très clairement des valeurs donc, en termes de coûts. J'ai essayé récemment, notamment dans le projet aux Philippines, de retomber sur ces chiffres et j'ai eu très difficile d'en retrouver. Et ça m'inquiète un petit peu parce que je trouve que de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une politique qui a l'air de dire que les eaux souterraines, l'exploitation des eaux souterraines ne fonctionne pas. Et effectivement, c'est très clair que dans le projet qu'on mène aux Philippines, les eaux souterraines ne fonctionnent pas, non pas parce qu'il y a un problème quantité, non pas parce qu'il y a un problème de qualité, mais tout simplement parce que la difficulté est liée au fait que les gens n'ont pas les compétences techniques pour construire correctement leur zone de prise d'eau. Je prends un exemple, on a une coopérative avec laquelle on travaille, ils reçoivent un budget de 50 000 euros du gouvernement central. Ah, on va faire un puits. Le puits, il est fait comment? On demande au curé du village, hein, de localiser le site donc, de forage. Ben, pas de chance, il l'a localisé là où il y avait des intrusions d'eau salée. En tant qu'hydrogéologue, ben, en une demi-journée, avec des mesures, je peux faire un diagnostic très clair d'intrusion d'eau salée. On va faire un trou dans lequel on va taper un tube n'importe comment. Et forcément, même si le puits au début est productif, il va très rapidement se colmater. Et donc, on va dire, ouais, mais les puits, ça ne marche pas. Si, ça marche, mais il faut les équiper correctement. Et donc, là, il y a peut-être un travail à faire interdisciplinaire où il faut à la fois aborder l'aspect quantité, qualité, mais aussi l'aspect technique de construction correcte d'une zone de prise d'eau, avec évidemment derrière tout l'impact, les coûts économiques que cela peut représenter. Donc ici, je fais un petit appel aux économistes où il y a vraiment du travail pour travailler donc de manière conjointe. J'ai un petit peu peur de voir que les solutions faciles et qui, à mon avis, sont poussées par de grands groupes, de se dire, ah, la seule solution, c'est les eaux de surface, on fait une grosse usine de traitement et vous aurez définitivement la solution. Je pense qu'effectivement, si techniquement ça suit, ça peut être une solution, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau économique, ce soit la meilleure solution et en tout cas la solution la plus économique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, c'est bien volontiers que je vais y répondre. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, je vais peut-être directement démarrer avec une question parce qu'elle s'enchaîne assez bien sur le dernier point que tu viens de faire et donc et avec toute la présentation en général. Donc, il y avait une question là qui était soulevée par Kadiatou qui demandait dans quelle mesure finalement euh, le processus de potabilisation de l'eau permet aussi d'éliminer les résidus pharmaceutiques, donc pas juste phytopharmaceutiques, mais aussi pharmaceutiques, et peut-être plus généralement dans la question, dans quelle mesure est-ce que ce traitement des eaux de surface il est très différent du traitement des eaux souterraines. Donc, il y a eu des exemples ici où il y a des eaux souterraines qui sont à peu près pas traitées, un tout Oui. petit peu plus pour quand il y a des infiltrations de nitrates, par exemple. Mais les eaux de surface là-dedans, à quel Oui. point est-ce que le coût de traitement est beaucoup plus important? Oui. Alors, je pense aux eaux de surface des eaux douces, mais il y a aussi des pays qui potabilisent de l'eau salée aussi. Oui, oui. J'imagine que là, le processus, il est aussi un peu différent.
Oui, donc pour reprendre un peu la situation donc, en, en Belgique, euh, tout d'abord, il faut savoir que la toute grande majorité, de 80% de l'eau distribuée provient de nappes, donc c'est de l'eau souterraine. Il y a très peu, sauf dans les régions où il y a une problématique, par exemple ici au centre de l'Ardenne, ce sont des régions où il n'y a pas beaucoup de potentiel, donc ce sont des barrages avec traitement d'eau de surface. Donc, il y a quelques grosses stations de traitement d'eau de surface, mais 80% de l'eau distribuée est de l'eau donc souterraine. Le seul traitement, hein, souvenez-vous, lundi, je vous ai montré de mémoire, je crois que c'était de nouveau à peu près 30 millions de mètres cubes qui partaient ici de la région de Huy pour alimenter Bruxelles, donc 80% de l'eau souterraine, et il y a uniquement de la coloration. Et la chloration est généralement faite par sécurité, donc pour éviter tout risque de contamination bactérienne. Donc c'est très simple, coloration, ça coûte quasi rien. Alors, à partir du moment où on doit aller dans des processus plus importants, charbon actif pour éliminer les pesticides, c'est pas trop cher non plus. Les nitrates, là, ça devient de la haute technologie parce qu'il faut que les nitrates soient dégradés par des bactéries. Donc là, l'investissement est déjà beaucoup plus important. Mais jusqu'à présent, à part la région de Liège où il y a de la dénitrification, la plupart des sociétés d'eau, quand il y a un petit problème de nitrate, on n'est pas encore dans une situation extrêmement critique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mélanger des eaux. Ils vont s'arranger pour mélanger captage à 50 mg, un autre captage à 25 mg. Comme ça, on reste en dessous de la norme de potabilité. C'est quelque chose qui se fait de manière extrêmement courante. Liège, malheureusement, vu les quantités d'eau pompées, ont dû opter pour un processus coûteux de dénitrification. Donc ça, c'est pour les eaux souterraines. Le gros problème des eaux de surface, notamment dans des régions telles que les Philippines, c'est que forcément, le premier traitement préalable, c'est la turbidité. Donc, vous avez toute une série de petites particules qui sont en suspension. Donc, déjà là, c'est tout un pré-traitement qui est nécessaire. Vous allez devoir faire de la sédimentation de particules. Vous allez devoir mettre des produits pour favoriser, former ce qu'on appelle faire de la flocculation, former pour les toutes fines particules qui restent en suspension. Vous mettez un additif pour qu'elles se concentrent autour. Hein, donc, c'est souvent des petites particules chargées positivement et on met, chargées négativement, on met des cations et donc on regroupe, on augmente la taille, forme des agrégats, ça va sédimenter. Et puis après, il y a encore le traitement, je dirais, classique. Si dans vos eaux de surface, vous avez des pesticides, si vous avez trop de nitrates, etc., vous allez arriver vers un traitement tout à fait identique au traitement que l'on doit appliquer aux eaux souterraines. Le gros problème des eaux de surface, c'est la turbidité, qui peut être extrêmement variable au cours du temps. Je prends des régions comme les Philippines, vous avez vu hein, dans un des schémas, hein, les îles de Mindanao ou encore mieux l'île de Negros, vous avez pratiquement 6 mois de saison sèche avec des débits extrêmement faibles, mais des eaux de bonne qualité, sans beaucoup de turbidité. Et puis, au moment des saisons des pluies, bien évidemment, vous allez avoir une turbidité qui va devenir extrêmement. Et ça, c'est un élément qui est très difficile à gérer au niveau donc des stations de traitement. C'est cette turbidité. Et ça demande quand même une technologie relativement importante. Je pense que si on aborde l'aspect eau souterraine d'une manière vraiment rationnelle, en se positionnant dans la partie amont d'un bassin versant, donc là où il n'y a pas encore trop d'agriculture, etc. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits où on peut favoriser l'exploitation des souterraines. Je pense que ce sera nettement plus rentable que d'aller automatiquement vers des stations de traitement d'eau de surface. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il n'y avait pas une deuxième sous-question? Oui, il y avait la question des produits pharmaceutiques Ah et oui, puis c'est ça, ça semble bien. l'eau de mer. Voilà, oui. Alors, pour les produits pharmaceutiques, ben, c'est un petit peu la même chose que pour les pesticides. Hein, ça dépend très fort de la taille de la molécule. Donc, le principe de filtration,
Ce sont des résines, il faut imaginer, hein, un peu comme, de nouveau, la semaine dernière, lundi, j'ai utilisé l'exemple d'un seau rempli de billes. Ben, si vous avez des grosses molécules, les grosses molécules vont rester coincées par les billes. Si vous prenez des billes de plus petite dimension, ben forcément, les molécules de plus petite taille vont rester retenues. Donc ça, c'est le principe général de filtration. Et donc, pour les pesticides, le charbon actif, hein, est un matériau qui est de petite dimension. On a aussi en minéralogie, par exemple, des minéraux un peu particuliers qu'on appelle des éolites. Hein, ce sont aussi des silicates qui ont une structure relativement aérée, mais qui sont très bien dimensionnés par rapport à la position des atomes et par rapport au vide. Et donc, à partir, et on peut même créer, je pense, artificiellement, des filtres dont la dimension laissera passer la molécule d'eau, mais va retenir des molécules de taille plus importante. Donc ça, c'est la méthodologie, je dirais, la plus courante au niveau donc de ces macropolluants et nouvelles molécules, effectivement, dont on parle de plus en plus, notamment pour les eaux de surface. C'est clair, hein, actuellement, il y a même des études qui sont faites sur l'ADN, hein, de la COVID dans les eaux de surface, donc on va très loin dans les analyses, et ces nouveaux polluants, hein, ce qu'on appelle les substances émergentes, commencent petit à petit à en retrouver dans les eaux souterraines. Alors, dernier point par rapport effectivement à ces pays qui utilisent la désalinisation, c'est techniquement très compliqué. Enfin, pas très compliqué, la méthode mais bon, ça demande quand même un développement technique poussé et c'est très évidemment énergivore. Donc, effectivement, certains pays pourront se permettre d'utiliser ces processus de désalinisation. Pour revenir à l'exemple des Philippines, OK, pour de l'eau en bouteille, hein, les principes, les petites stations d'osmose inverse, etc., ça peut aller jusqu'à de la désalinisation. Il suffira simplement de changer les résines un peu plus souvent. Ça coûte un peu plus cher, mais techniquement, c'est faisable. Par contre, si on veut faire de l'eau de distribution un peu avec le confort qu'on connaît chez nous, j'ouvre mon robinet, je suis sûr d'avoir, hein, de l'eau potable, ben à ce moment-là, ça va évidemment, ça nécessite des volumes beaucoup plus importants avec des coûts qui très vite deviendront exorbitants par rapport aux moyens des populations locales. Désalinisation, oui, c'est très bien dans le Golfe Persique, mais bon, déjà, les petites coopératives avec lesquelles on travaille aux Philippines, ils n'ont même pas de quoi se remplacer l'ordinateur qui tombe en panne, quoi. Donc, ça vous donne un peu l'échelle des moyens. Hein. Techniquement, on arrive dans une société où on a énormément de moyens. Maintenant, il faut faire la pondération entre le coût financier et la possibilité pour les consommateurs de payer ce que ça va coûter. Merci beaucoup. D'autres questions? Il y avait une question à un moment sur la vitesse. Donc, quand on parle de 6 mètres par heure de vitesse de percolation, enfin, j'utilise Oui, percolation, mais c'est peut-être pas le bon terme. si, Donc, si. c'est juste entre guillemets l'eau, c'est l'eau plus sa charge. Et est-ce que dans ce trajet, entre guillemets, il y a une modification de ce qui accompagne la gouttelette d'eau? Est-ce qu'il y a des nitrates qui s'en vont, d'autres minéraux qui se chargent? J'imagine que Mhm. plus c'est rapide, moins il va y avoir de changements, mais c'est peut-être un peu Oui, naïf oui, les donc choses. effectivement, euh, bon, je rappelle, hein, au niveau des nitrates, c'est une molécule stable, hein, donc il ne va pas y avoir de changement. Donc les nitrates vont principalement être liés à la dégradation de la matière organique. Ça, c'est la concentration en nitrate naturelle. On tourne autour de 15 mg par litre, hein, dans des régions où on est dans des zones forestières encore naturelles. Si je dépasse les 15 mg par litre, c'est généralement qu'il y a eu un ajout d'origine anthropique. Ça va. Donc, dans les zones de culture, comme j'ai montré, on peut dépasser les 50 mg. Mais le nitrate est une molécule qui est stable. Ça va? Sauf dans des conditions un peu particulières. Donc, à partir du moment où la goutte d'eau qui percole s'est enrichie ou s'est équilibrée avec la concentration en nitrate, en tout cas, on n'aura pas une diminution lors de son transfert. Ça va?
Ok. Alors, évidemment, plus l'eau reste en contact avec la roche, plus elle va être effectivement enrichie en éléments solubilisés jusqu'à un certain équilibre. Mais c'est certain qu'une eau qui commence à percoler, par exemple, une eau, puisqu'on est en lien avec l'acidité, donc l'ion H+, quand cette eau percole dans des calcaires et qu'elle réagit avec le calcaire, elle va s'enrichir en calcium et elle va s'appauvrir en H+. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, hein, plus la goutte d'eau, donc au départ, la cinétique de la réaction va être importante et plus l'eau va, plus la percolation va durer, plus effectivement je vais avoir un enrichissement, mais j'aurai moins d'ion H+, donc la réaction va à la fois diminuer. Alors, justement, par rapport à cet enrichissement, on arrive à raisonner en termes de cinétique. Donc, 6 mètres par heure, c'est effectivement, après 1 heure, si je vais prendre mon échantillon 6 mètres en dessous du sol, j'aurai pratiquement la même composition chimique que celle qu'elle a au départ. Mais les réactions d'équilibre sont quand même extrêmement rapides. Hein. C'est de l'ordre de 1 ou 2 jours, pour vous donner une idée. Hein, donc, si effectivement hein, ma goutte d'eau qui percole à travers la zone non saturée et que dans un aquifère calcaire, hein, l'eau se situe par exemple à 50 mètres de profondeur, ça fait à peu près donc 10 heures de percolation. 10 heures, c'est suffisant que pour que le chimisme de l'eau qui est arrivé de la goutte d'eau en surface ait été modifié. Elle va, durant ces 10 heures de transit, déjà avoir la possibilité de s'enrichir en toute une série d'éléments chimiques. Nous, quand on fait des exemples, des essais, par exemple, sur des colonnes, hein, on prend une roche, on les met dans une colonne de 50 cm, on fait passer de l'eau super distillée et on analyse la composition de l'eau. Mais généralement, tout de suite, l'eau va arriver avec des concentrations très importantes et après 2 jours, je vais avoir un équilibre. Donc, il y a un phénomène de lessivage parce que même dans le milieu naturel, les autres capillarités, etc., vont réagir. Donc, il y a quand même une pellicule d'eau autour de la roche. Cette pellicule d'eau, elle a eu le temps, hein, si vous avez des précipitations tous les 2 jours ou toutes les semaines, cette couche d'eau aura eu le temps, retenue par capillarité, aura eu le temps de s'équilibrer avec la roche. Quand la goutte d'eau va passer, évidemment, elle va entraîner, hein, elle va renouveler cette eau, elle va en partie entraîner cette eau va être renouvelée. Donc, il y a quand même un phénomène de mélange d'une eau neuve, faiblement chargée en éléments solubilisés, avec une eau qui est restée en contact avec la roche depuis plusieurs jours et qui aura eu le temps de s'équilibrer avec la roche. Donc, même si c'est rapide, l'échantillon que je prélève à la surface n'aura pas la même composition chimique, aura une composition chimique beaucoup plus faible en éléments solubilisés que l'eau que je vais récolter 10, 20, 30 mètres plus bas en profondeur. Ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est bien volontiers que j'y répondrai. Ça a l'air assez calme en même temps. C'est On a calme. Voilà. déjà mangé un petit peu sur l'heure suivante. Bah oui, je ne sais pas quelles sont les occupations des uns et des autres. Donc, voilà, bah, si on termine, je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai quand même pu vous apporter quelques éléments. Voilà, ben, un tout grand merci en tout cas pour cette double intervention. De rien, avec plaisir. C'est Excusez-moi, moi particulier. j'avais une petite question. Oui, Euh, le mardi dernier, j'avais un peu raté quand même. Donc, on avait un modèle hydrologique qui parlait de la quantité d'eau et tout, donc Oui. la précipitation. Oui. Donc, je me disais que est-ce qu'il serait possible de relier ce modèle à la qualité de l'eau? Pour les eaux souterraines, j'aurais tendance à dire que non.
Pour les autres surfaces, oui, Les évidemment. autres surfaces, oui, je parle des eaux de surface. Les, Moi, je dois travailler sur la pollution pharmaceutique. oui, dans les eaux de surface. Oui. Ah oui, là, tout à fait, les eaux de surface, hein, c'est évident que vous ne pouvez pas aborder la problématique de la qualité des eaux de surface sans faire le lien avec le débit de vos eaux. Pourquoi? Parce que notamment dans les produits pharmaceutiques, donc c'est un produit d'origine anthropique, et donc forcément, en fonction du débit, vous allez avoir une dilution. Peut-être que vous n'allez, alors que le flux entrant anthropique entrant dans votre rivière, normalement, est constant toute l'année. Je suis sûr que si vous faites des analyses, vous allez voir des hétérogénéités temporelles avec peut-être une totale disparition. En tout cas, vous serez sous le seuil de détection en hiver en période de crue. Et en période d'étiage, vous allez être largement peut-être au-delà des normes de qualité des eaux de surface. Donc, pour les eaux de surface, c'est impératif de combiner les résultats de vos analyses avec une situation très claire du débit d'une rivière. Vous ne pouvez pas ne pas traiter les deux en parallèle. Alors, je suppose que c'est la même chose en France qu'en Belgique. En Belgique, on a toute une série de stations de mesure de débit qui sont gérées par le gouvernement, hein, et notamment par les régions. Et donc, on peut aller très facilement sur Internet, avoir la localisation de tout ce réseau de mesures, tant quantitatives, donc des débits, que qualitatives, toute une série de paramètres au niveau donc des eaux de surface. Je suis sûr que si vous faites une petite recherche, je ne sais pas sur quelle région vous travaillez, peut-être en France ou même à l'étranger, Oui, en mais France. en tout cas, c'est impératif de faire le lien entre vos analyses, la qualité de votre eau et le débit, D'accord. à cause du processus de dilution. Et là, le débit, c'est la mesuré par les précipitations ou pas? Ah, oui, oui, par les précipitations, mais aussi, comme je l'ai expliqué, hein, notamment pendant les périodes d'été, hein, et le schéma en Belgique est le même que celui en France. Donc, vous aurez beaucoup moins de ruissellement. Et donc, il faut être conscient de la notion de débit d'une rivière en période hivernale où vous avez de l'eau utile, et là, vous allez avoir des fluctuations de débit extrêmement importantes. Euh, Tandis qu'en été, vous aurez un débit beaucoup plus stable qu'on va définir comme étant le débit de base. Et souvent, le débit de base, c'est le débit des rivières qui, lui, n'est alimenté qu'à partir, je dirais, de l'écoulement, du sointement des eaux souterraines, parce qu'en été, le ruissellement est fortement limité. Je peux peut-être aller chercher une diapositive que j'ai montrée la semaine dernière pour vous montrer. Voilà. Vous voyez la diapositive? Non. Non? Là, Attendez. on voit l'affichage classique PowerPoint. Ça va? Vous voyez ici? Oui, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un simple, ce qu'on appelle un hydrographe, hein. C'est l'évolution, vous voyez ici, en fonction du temps, et verticalement, c'est le débit. Ben, vous, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est faire un deuxième axe vertical avec les concentrations des polluants que vous étudiez. Alors, donc, vous voyez, je pars ici du mois de janvier 2019. Ici, j'ai le mois de janvier 2020. En période hivernale, j'ai expliqué là, lundi, que c'était la période durant laquelle j'avais de l'eau disponible, de l'eau utile. Et donc, on voit qu'il y a du ruissellement. Donc, vous voyez que pendant les périodes hivernales, j'ai des hétérogénéités. Voilà, ici, j'ai une grosse pluie et le débit, vous voyez, peut passer de quelques jours de 5 mètres cubes heure à plus de 50 mètres cubes heure. Pendant les périodes estivales, vous voyez, je n'ai pas d'eau utile. Toutes les précipitations partent majoritairement en évapotranspiration. Et vous voyez qu'on a un débit
qui est nettement plus bas et qui est nettement plus stable. Mais ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle le débit de base, qui va évidemment diminuer entre souvent le mois de mai et le mois d'octobre, tout simplement parce que les aquifères, au début, sont rechargés et donc ils vont alimenter en grande quantité les rivières. Et au fur et à mesure que la période saisonnière s'écoule, forcément, les aquifères se vident et la quantité d'eau qu'ils fournissent au réseau hydrographique diminue. Et ça, c'est ce qu'on appelle le débit de base d'une rivière. Et donc, vous comprenez que si vous venez superviser à ces hydrogrammes des données de concentration, ben vous allez, pendant les périodes de bas débit, avoir des concentrations importantes, pendant les périodes de plus faible débit, des concentrations beaucoup plus faibles, puisque on peut supposer que pour les substances médicamenteuses, on a un flux qui arrive de manière constante. Hein, les gens ne consomment pas plus de médicaments en été qu'en hiver. C'est un processus. Donc, votre input est régulier, mais la dilution, évidemment, va dépendre du débit de votre rivière. D'accord. Ok, bah je vois qu'on n'est plus énormément, donc je vais remercier encore une fois Vincent et puis mettre peut-être fin à cette séance. Alors, au mois de mai, on part dans une direction complètement différente et donc là, on aura plutôt des interventions liées à la manière de traiter l'imagerie satellitaire. Ce sera par Nicolas Delbar. On vous enverra les informations précises dans les semaines qui viennent, mais a priori, on commence le 4 mai. Voilà, et donc ce sera pour 6 séances de 1h30.